abonnez-vous à la chaîne Poster Vision sur YouTube pour être au courant de l'actualité. Il faut savoir qu'il y a eu pas mal de changements concernant cette pathologie et il faut savoir que l'hypertrophie est appelée hyperplasie bénigne ou hyperplasie adénomateuse. C'est une tumeur bénigne qui se développe aux dépens de la partie centrale, de la partie crâniale de la prostate. Et c'est l'apanage du sujet âgé qui a plus de 50 ans, âgé de plus de 50 ans. L'hypertrophie exerce, si vous voulez, une pression au niveau de l'urètre. C'est ce qui explique l'obstruction à l'écoulement de l'urine qu'elle peut générer. Il y a plusieurs, donc tout d'abord la terminologie avait complètement changé ces derniers temps. L'hyperplasie bénigne est réservée à l'aspect histologique, l'hypertrophie bénigne à l'augmentation du volume et surtout de la zone de transition qui est en contact de l'urètre. Il y a l'obstruction bénigne de la prostate est utilisée en cas d'obstruction sous-vésicale et vous avez l'obstruction sous-vésicale qui est le terme générique pour toutes les formations d'obstruction à la sortie de l'écoulement de l'urine. Donc voici schématiquement où se développe l'hypertrophie bénigne de la prostate au niveau de la partie centrale et elle peut donc engendrer, quand on voit ici cette hypertrophie, quand même une réduction du calibre de l'urètre et être une obstruction à l'écoulement de l'urine. Sur l'anatomopathologie, on voit une plaque d'histologie d'une prostate normale comparativement à celle qui est hypertrophiée. Et il faut savoir que cette hyperplasie bénigne de prostate est une pathologie qui est très fréquente chez l'homme du fait des modifications physiologiques donc, qui sont liées à l'âge. L'incidence, elle augmente avec l'âge. Son maximum atteint à l'âge de 79 ans. Sa prévalence est de 2,7%, entre 47 et 49, et elle augmente 24% à 80 ans. Il faut savoir qu'en 2009, dans le monde, 2 hommes sur 3 souffraient de troubles urinaires liés à l'hyperplasie bénigne de prostate à partir de la cinquantaine. Donc, on voit la fréquence qui est très très élevée. Donc, 2 hommes sur 3 sont concernés par cette pathologie. L'hypertrophie serait plus fréquente en cas d'obésité et elle n'augmente pas du tout le cancer de la prostate. Donc, c'est 2 pathologies complètement distinctes et il faut savoir que l'hypertrophie ne cancérise jamais. Sa symptomatologie, c'est entraîner des troubles urinaires, notamment une augmentation de la fréquence d'émission de petit volume pour la chyurie, une difficulté à commencer et à arrêter sa miction, une diminution de la force du jet, donc le malade a l'impression d'uriner sur ses chaussures, vous avez des gouttes retardataires après la fin de la miction, une polachyurie nocturne ou ce qu'on appelle actuellement la nicturie, et le patient peut avoir aussi une impression de vidange incomplète. Et l'hypertrophie est rarement révélée actuellement par une retention aiguë d'urine due à la prise donc d'un nouveau médicament, une anesthésie ou une infection urinaire ou une constipation. Et ça, on l'a remarqué, c'est très fréquent en cas de problèmes ophtalmologiques, surtout de cataracte, quand ils s'injectent de l'atropine, à ce moment-là, ça peut entraîner une retention. L'ESBO, c'est actuellement l'appellation la plus juste, c'est ce qu'on appelle les symptômes du bas appareil urinaire. Et il faut savoir que ces symptômes ne sont pas liés uniquement à l'hyperplasie bénigne de prostate. Et elles peuvent être liées à plusieurs obstructions. Donc, vous avez la lithiase de l'urtère terminale, tumeur de vessie, sténose urétrale, prostatite, corps étranger. Donc, il y a l'infection urinaire, une multitude, l'hyperactivité vésicale. Tout ça peut s'exercer en cas de symptômes du bas appareil urinaire. Le plus important, c'est cette classification qui a pu changer complètement la donne en matière de compréhension de cette hyperplasie bénigne de prostate et de ces symptômes du bas appareil urinaire. Et on les a subdivisés en 3 groupes, des symptômes de remplissage, des symptômes de la phase mictionnelle et des symptômes de la phase post-mictionnelle. Pour le remplissage, c'est ce qu'on appelle la nicturie, la polachyurie, l'augmentation de la fréquence d'uriner, l'urgenturie
et l'incontinence par urgenturie. Par contre, la phase mictionnelle, c'est ce qui se passe lors de la miction, c'est les difficultés à démarrer la miction, la diminution du jet urinaire, l'interruption du jet, la nécessité de bousser pour évacuer le contenu vésical et les gouttes terminales. Pour la phase post-mictionnelle, c'est les gouttes retardataires et l'impression qu'a le patient de ne pas avoir vidé complètement le contenu de sa vessie. Cette évaluation, l'évaluation des SBO, se fait par certains scores qui sont l'IPSS, qui est reconnu, et l'Urinary Symptom Profile, et vous avez donc plusieurs scores qu'on utilise pour essayer d'évaluer cette gêne. Donc le bilan initial se résume à un examen qui est né, l'interrogatoire. Le but est d'éliminer une autre cause autre que l'hyperplasie bénigne de prostate, évaluer la gravité des symptômes, rechercher une maladie associées telles que le diabète, Parkinson et autres pathologies neurologiques qui peuvent expliquer ou être la source ou à l'origine de ces SBO. Le bilan initial, c'est l'examen physique et il est représenté essentiellement par l'examen des organes génitaux, la recherche d'une voussure hypogastrique, notamment le globe vésical, un examen neurologique en cas de suspicion de vessie neurogène et le plus important, c'est le toucher rectal qui va apprécier le volume, la consistance de cette prostate. Notamment un dosage du PSA, et il faut savoir que ce PSA sérique qui sert jusqu'à maintenant énormément au dépistage individuel du cancer de la prostate, a une valeur très importante concernant l'hyperplasie bénigne de prostate. Et il faut savoir que pour STAME, quand même, il y a eu 0,3 nanogrammes par ml de PSA pour DCSC, pour l'hypertrophie bénigne de prostate. Par contre, pour le cancer, elle est de l'ordre de 3,5 nanogrammes. Le CB et la cytologie urinaire, dans le diagnostic différentiel, c'est à la recherche de l'infection, de l'hématurie, les bandelettes urinaires et la cytopathologie urinaire, surtout quand on a une suspicion ou d'association avec une tumeur de vessie, notamment le carcinome in situ de la vessie. L'imagerie, et on commence par l'échographie tout d'abord, est la voie transrectale est la plus performante pour essayer d'évaluer le volume prostatique. Et il y a une notion en imagerie qui est très récente, c'est ce qu'on appelle l'IPP, c'est l'index de protrusion prostatique. Et cet index, sa mesure permet d'évaluer le risque d'obstruction sous-vésicale. Et donc c'est un élément très très important que doivent connaître les urologues et les radiologues, notamment pour apprécier ce risque. La débimétrie, qui est un élément très très important aussi dans le bilan initial, et on a constaté que même si on faisait une échographie en demandant une échographie post-mictionnelle au patient, on peut lui faire l'échographie, prenant la capacité vésicale avant, on lui demande d'uriner, il revient, on refait une autre échographie, à ce moment-là on apprécie ce qui reste dans la vessie, mais on n'a pas une idée sur le temps qu'il a passé au niveau des toilettes à uriner. Et donc on ne pourra jamais, même si on trouve un résidu post-mictionnel insignifiant, on ne sait pas, il peut uriner normalement, évacuer complètement le contenu de sa vessie, ou bien il peut passer une demi-heure en train de pousser pour évacuer le contenu de sa vessie. Et à ce moment-là, on n'aura pas de résidu, mais le malade souffre et ne vidange pas correctement sa vessie. Et cet aspect ne pourra être décelé que par la débimétrie qui va montrer, donc là, c'est la débimétrie normale, et là, par exemple, on voit un tracé qui est franchement diminué et on a une idée sur la diminution du débit, généralement inférieur à 15 ml par seconde. Pour essayer de résumer, on a un algorithme de diagnostic, un interrogatoire, l'examen clinique qui est important, les scores qui sont très importants, le catalogue mictionnel qui a une valeur objective et le CB des urines en cas de suspicion d'infection, le bilan de la fonction rénale, l'imagerie médicale représentée par essentiellement l'échographie, la débimétrie, et on passe d'emblée au traitement.
C'est-à-dire, au bout de ce bilan, cette évaluation clinique, on saura si l'hyperplasie bénigne de prostate a des signes sévères, elle passe un traitement radical. Par contre, si c'est des symptômes mineurs, à ce moment-là, un traitement médical sera prescrit. Les complications qui peuvent surgir sont représentées par la rétention aiguë d'urine, la rétention chronique, l'infection ou le calcul vésical expliqué par la stase et aussi l'hyperactivité vésicale. Et cette notion, donc, avant, on avait vraiment la peur d'utiliser les anticholinergiques. Maintenant, ces anticholinergiques peuvent trouver leur place dans le traitement de l'hyperactivité vésicale. Les traitements conservateurs, on commence par la surveillance attentive et les mesures d'accompagnement, surtout quand les troubles ne sont pas très importants. Il faut informer le patient sur le suivi régulier et réduire donc la prise de boissons le soir, de caféine, d'alcool et la retenue de la première envie, le traitement des constipations qui va augmenter le risque de rétention. Il y a les extraits de plantes où la plupart des études ne sont pas, si vous voulez, de niveau A, et à ce moment-là, les recommandations ne retiennent pas la prescription des extraits de plantes, sauf dans les cas vraiment où il y a les troubles mineurs. Et donc représentés par la Serena repens et le Perfringium africanum. C'est le classique Tadénan. Les alpha-bloquants qui sont très prescrits dans l'hyperplasie bénigne de prostate, et leur rôle, c'est d'inhiber les récepteurs alpha situés dans les cellules musculaires. Elles se manifestent par quoi? Par tout d'abord diminuer l'obstruction prostatique, ouvrir le col vésical, ce qui va permettre un écoulement à l'urine qui doit se faire normalement, et donc ce score va augmenter et va être amélioré de 35 à 40% avec une augmentation aussi du débit urinaire après 3 mois de traitement. Les inhibiteurs de la 5-alpha réductase, c'est la deuxième famille de médicaments qui tentent à réduire le volume de la prostate de 20 à 30%, et donc cette réduction va entraîner une facilitation à l'écoulement de l'urine, mais ce qu'on lui reproche, c'est qu'elle va diviser par 2 le dosage du PSA total, et donc on doit prendre en considération ces données. Les anticholinergies, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a un problème de stockage, maintenant on peut donner de cette famille d'anticholinergiques qui agissent en bloquant l'action de l'acétylcholine au niveau des récepteurs muscariniques de la musculature lisse et en monothérapie en cas d'urinaire de symptômes de stockage. Les IPDE5, tels que le Viagra ou le Cialis, chez qui on a trouvé quand même, en agissant sur la voie de la noradrénaline, qui est l'une des voies principales de la contraction musculaire lisse, calcium dépendant, induisent une relaxation des fibres musculaires lisses, prostatiques et vésicales. Et donc depuis 2012-2013, ces IPDE5 sont recommandés en association avec les alpha-bloquants, et elles ont obtenu l'AMM en cas d'association avec des troubles de l'érection. Donc, en résumé, le traitement de l'hyperplasie non compliquée a beaucoup évolué. Il y a de nouvelles molécules et de nouvelles associations possibles, telles que les alpha-bloquants, les inhibiteurs de la 5-alpha réductase. Et donc, le choix du traitement doit tenir compte de la gêne exprimée par le patient et ses attentes. Et il faut parfois ne pas être stéréotypé dans les prescriptions et ne pas hésiter à mettre le patient sous anticholinergie quand il le faut, ou aux IPDE5 en cas de trouble, en cas de dysfonction érectile. Les recommandations, c'est la surveillance attentive pour les patients qui ont des symptômes de faible intensité, qui présentent des SBO, doivent recevoir des conseils hygiéno-diététiques en complément du traitement. Et en cas de SBO modéré ou sévère, c'est les alpha-bloquants. Et quand ils sont modérés ou sévères avec une prostate qui a un volume important qui dépasse les 40 cc,
on doit associer les inhibiteurs de la 5-alpha réductase et quand elles sont vraiment sévères avec un défaut de remplissage, on peut rajouter les anticholinergiques. La nicturie, donc on n'hésite pas à donner de la desmospirine, c'est le mini-rine, et les alpha-bloquants en association avec les inhibiteurs de la 5-alpha réductase en cas de SBO sévère, ainsi que les alpha-bloquants antimuscariniques ou anticholinergiques et les épidéo5. Maintenant, c'est uniquement pour, à titre de savoir, de connaître donc les techniques endoscopiques électriques. Et il faut savoir qu'en premier lieu, ce qui vient, c'est l'incision cervico-prostatique par voie endoscopique et la résection transurétrale de la prostate, donc qui est une technique quand même qui a plus de 30 ans dans notre pays. Et c'est l'indication de choix pour les petites prostates qui sont de taille inférieure à 60 grammes. Et le principe, c'est de réséquer la partie centrale de la prostate pour essayer d'avoir un flux urinaire correct. Elle améliore donc les symptômes urinaires. L'IPSS est corrigé en gagnant 12 points après 12 mois d'évolution. Un débit qui augmente, augmentation de 120% par rapport au volume initial. La résection en courant bipolaire, et donc je voulais vous en parler un petit peu de cette technique. L'avantage, c'est de s'étaler dans le temps en réséquant, parce que l'utilisation du sérum salé, et c'est du matériel qu'on vient d'acquérir au niveau de notre établissement. La vaporisation transurétrale, qui permet, avec une tête comme un champignon, de vaporiser complètement le contenu de la prostate. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'on n'a pas de tissu pour l'analyse anatomopathologique. Le laser, et qui est aussi à la mode un petit peu, donc c'est une énucléation qui se fait, comme dans le schéma, au laser, et qui permet de morceler cette prostate, de la faire sortir au niveau de la vessie, par la suite par un broyeur, essayer de la reprendre et de la faire sortir. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de saignement, donc il y a moins de risques hémorragiques et avec un court séjour d'hospitalisation. La vaporésection aussi, donc qui est une équivalente, avec une durée opératoire moindre, et on arrive à l'adénomectomie par voie haute, qui est l'intervention classique, qui est la plus ancienne. Il faut savoir qu'elle continue à être le traitement de référence pour les grosses prostates qui dépassent les 80 grammes jusqu'à 100 mg, donc ça reste le traitement de référence, et elle permet aussi un traitement en cas de lésions associées, notamment des lithiases ou un diverticule. La radiofréquence, qui peut être utilisée aussi, depuis 90, et c'est une alternative au traitement chirurgical. Il y a les techniques mini-invasives utilisant les micro-ondes. Les prothèses urétrales, c'est des malades très fragiles, cardiaques, donc où on peut minimiser le geste opératoire en plaçant des stents prostatiques pour permettre d'ouvrir l'urètre prostatique et donner un écoulement à l'urine. Et certaines techniques émergentes telles que l'injection d'éthanol et l'injection de toxine botulinique. Il faut savoir que l'adénomectomie par voie haute, qui est le traitement de référence des grosses prostates qui ont un volume qui dépasse les 80 à 100 millilitres, mais la résection bipolaire essaye de grignoter les indications de cette technique pour aller jusqu'à des prostates de 150 à 200 grammes. Pourquoi? Parce que le sérum salé, en utilisant le sérum salé et une coupe bipolaire, ça saigne moins. Et l'avantage, contrairement au glycocol, c'est qu'on peut allonger le temps opératoire. Et la résection transurétrale monopolaire reste le traitement de référence des petites prostates moins de 60 grammes. Et donc la vaporisation semble être quand même une alternative qui a le plus de recul parmi les techniques que j'ai citées.